présents. Notre prochain intervenant, je pense que pour tous les étudiants qui ont un jour touché du droit maritime, il n'est plus question de le présenter. Je parle bien évidemment du professeur Jean-Pierre Beurier, ancien directeur du Centre de recherche en droit de la mer et droit maritime, ancien directeur de l'Institut d'études marines de Brest, fondateur du pôle mer et littoral de Nantes, ancien consultant des Nations Unies pour la FAO et l'UNITAR et officier des Palmes académiques Chevalier du Mérite. Je demande donc à Jean-Pierre Beurier de me rejoindre sur scène et il va nous parler du régime juridique de l'océan Arctique et ses conséquences sur l'environnement. L'Arctique a l'avantage de concentrer à peu près tous les problèmes juridiques marins d'aujourd'hui. Il est donc particulièrement intéressant de s'y pencher. En effet, non seulement on a à faire face à des problèmes de souveraineté, mais on a à faire face à des problèmes de réglementation de l'exploitation, à des problèmes d'environnement, sans oublier bien sûr l'importance stratégique de la zone. Alors, pour résumer, et je m'aperçois que j'ai été beaucoup trop ambitieux dans mon PowerPoint, donc je vais réduire à l'essentiel, on peut en discuter après. Pour l'essentiel, on retrouve deux grands blocs de réflexion à ce propos. D'une part, les riverains, les 8 riverains, à l'exception peut-être des États-Unis, les riverains qui, eux, ont l'intention de conserver la haute main sur la gestion et sur le régime juridique de cette zone, et une communauté internationale, du moins un certain nombre d'États particulièrement intéressés et des ONG qui cherchent à internationaliser la zone. Évidemment, la comparaison avec l'Antarctique est souvent faite, et là c'est une erreur fondamentale, ça n'a strictement rien à voir. Les États principalement intéressés se sont penchés depuis déjà pas mal de temps sur ce que pourrait être un régime juridique, et par exemple, on trouve en 2008 un document du Conseil de l'Europe sur la protection de l'environnement dans la région antarctique. On trouve une étude de l'Union européenne en 2010 sur les aspects légaux de la navigation en Arctique. On trouve une communication conjointe du Parlement européen et du Conseil de 2012 sur la même question. Et puis même tout récemment, la Chambre des communes britannique a réuni un comité d'audit environnemental dans le but de rechercher un moyen de protéger l'Arctique pour en faire, et c'est une réflexion de 2012, pour en faire un sanctuaire au moins sur une certaine partie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Arctique, que l'on pourrait penser une terre vierge en dehors des zones de pollution, l'Arctique est déjà très pollué, puisque aussi bien par le détroit du Danemark ou la mer de Norvège ou Bering, les polluants entraînés par des zones les plus développées de la planète, entraînés par les courants, ont largement pollué la zone en métaux lourds et en métalloïdes. La concentration de métaux lourds dans les ours blancs, par exemple, ou dans les belugas, pose aujourd'hui problème. D'autre part, il y a évidemment le problème de la couverture de glace qui, jusqu'à présent, dissuadait l'exploitation, sauf par quelques riverains particulièrement téméraires. La fonte de la banquise arctique va évidemment faciliter l'exploitation, et ceci avec des conséquences alors qui pourraient être graves. Alors, je passe sur la théorie des secteurs, je passe sur l'histoire passionnante du régime juridique des passages du nord-est et du nord-ouest. L'affaire du Manhattan, j'en dis 2 mots parce que c'est fondamental pour la réaction du Canada. En 1969, Exxon fait passer
un pétrolier renforcé glace, évidemment sur l'Est, dans le passage du Nord-Ouest, pour voir s'il ne serait pas possible d'évacuer les pétroles extraits de la mer de Beaufort vers la côte est des États-Unis, là où les États-Unis en ont besoin. L'opération, qui est purement technique, l'opération se déroulera bien malgré un talonnage du Manhattan, mais évidemment, le Canada va profiter de cette affaire pour dire c'est quelque chose de dangereux, le riverain que je suis ne peut pas se désintéresser de la chose et évidemment va contrôler. Alors c'est le problème de l'extension des compétences du Canada par la célèbre loi de 1970 où sur 100 000 de distance à partir de ces lignes de base de l'époque, le Canada revendique la possibilité de déterminer un régime juridique de protection de l'environnement, ce qui sera refusé par les États-Unis, qui, eux, plaident la liberté de navigation et veulent faire reconnaître que les détroits, du passage du Nord-Ouest comme du passage du Nord-Est, sont des détroits internationaux libres de navigation. Alors voilà la position, en quelque sorte, des différents protagonistes. Or, en fait, on s'aperçoit que l'on a de facto la reconnaissance d'un régime spécial. On ne peut pas gérer l'Arctique comme les autres océans, car la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, dans son célèbre article 234, la clause polaire, reconnaît que l'État côtier peut adopter des lois spéciales dans les 200 000 afin de protéger son environnement. Donc déjà, c'était un coin dans la reconnaissance de l'océan Arctique comme n'importe quelle autre mer du globe. Les riverains de l'Arctique vont réagir assez rapidement et ils vont avoir une réaction des réactions un peu contradictoires. Ils sont coincés entre leur volonté de maintenir au maximum leur souveraineté sur la zone, et la théorie des secteurs n'est pas totalement abandonnée, notamment par la Russie, mais d'un autre côté, ils vont vouloir appliquer la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour, d'une part, montrer leur bon vouloir à la communauté internationale, mais surtout avoir les avantages qui sont issus de cette convention. Alors, ils se réunissent à Rovaniemi en 91 et lancent une stratégie de protection de l'environnement. Donc vous voyez, c'est déjà relativement ancien, où ils sont les premiers à réagir en disant on va se faire attaquer sur le problème d'environnement, donc faisons des propositions. Et puis, en 96, c'est la création du Conseil arctique, dont j'y reviendrai d'ailleurs parce que c'est très important, son attitude actuelle, et où il est dit par les riverains, toujours par eux, les riverains doivent protéger l'environnement. Querelle entre les États-Unis et le Canada pour la liberté des brise-glaces de la garde-côte américaine pour le passage du Nord-Ouest. Finalement, en 88, les USA baissent un peu leurs revendications et ils acceptent de demander le consentement du Canada pour le passage des brise-glaces, sans reconnaître le principe d'une navigation sous contrôle, mais au moins ils vont prévenir le Canada de leur passage. D'autre part, en 92, les riverains principalement intéressés, Canada et Russie, vont signer un accord reconnaissant l'Arctique comme une zone spéciale. Et dès 1993, alors, sentant le vent du boulet arriver, le Canada va publier un code polaire sur la construction navale, sur l'armement des navires et leurs équipages, et sur les modes de navigation dans le passage du Nord-Ouest. Évidemment, la fonte des glaces va rendre la navigation possible. Alors bon, les trois routes, vous les connaissez, hein, le pont arctique, le nord-est et le nord-ouest. On
on économise à peu près 1500 km pour le pont arctique, on économise 7000 km pour le passage du nord-est et 8000 km pour le passage du nord-ouest. Donc on pourrait croire que c'est tentant. En fait, et c'est une parenthèse, mais c'est pas si tentant que cela, parce que le grand trafic et le trafic de divers, dont il a été d'ailleurs question à l'heure actuelle par les porte-conteneurs, et les routes des canaux sont toujours utiles, car ça permet de rentabiliser les navires par des éclatements de cargaison au fur et à mesure du transport. Alors que là, évidemment, ce n'est pas les ports sibériens, ce n'est pas Dodinka, par exemple, qui pourraient permettre de développer un transport de conteneurs. De toute façon, le ravitaillement est assuré par la Russie. Donc il faudrait des transports directs, Amérique du Nord ou Europe, vers la Chine et le Japon. Et là, les armateurs, à les entendre, ne sont pas encore prêts à cela. Par contre, le transport de vrac sec et liquide, là, oui. Or, précisément, ça peut poser des problèmes de protection de l'environnement. Dès 2002, l'OMI, emboîtant le pas en quelque sorte au Canada, va publier un recueil de règles de navigation dans l'Arctique, en gros basé sur le Nordrex, c'est-à-dire, toujours pareil, la construction des navires, leur armement et les modes de navigation, c'est-à-dire en général la navigation en convoi. L'Association internationale des sociétés de classification rentre dans la danse en 2008 en adoptant des règles polaires, et là c'est un aspect extrêmement important, c'est que les 10 majors de la classification vont s'entendre pour adopter des règles voisines à imposer à leurs clients. Et en 2011, une loi russe va ouvrir réellement le passage du Nord-Est. En effet, jusqu'à une date très récente, dans les années 90, l'Union soviétique d'abord, la Russie ensuite, avait toujours eu, à propos de ce qu'ils appellent la route du Nord, une attitude extrêmement ambiguë, un jour oui, un jour non, disant que, en gros, ils ne refusaient pas le passage, mais de façon fort hypocrite, le gênait ou l'empêchait. Par exemple, le décret de 86 dit que le passage du Nord-Est est ouvert à la navigation commerciale et énonce les détroits ouverts à la navigation. Or, on ne trouve pas dans cette liste le détroit de Wilkinski. Pourquoi? Sur les 5 détroits, il en manque un. Donc vous voyez, ça a toujours été ambigu. Or, la loi de 2011 garantit l'accès aux compagnies maritimes. D'autre part, pour essayer d'attirer les foules, ils promettent un abaissement des tarifs de passage qui sont très élevés à 5 $ la tonne. N'oublions pas que les brise-glaces à chauffe nucléaire de la génération Lénine et Arktika sont à bout de souffle, et une nouvelle génération de brise-glaces à chauffe nucléaire est en construction, mais il va falloir rentabiliser ces navires horriblement chers. Donc il faut attirer des clients, et ils abaissent donc leurs tarifs, mais ils reconnaissent le monopole russe sur la sécurisation du transport, donc navigation en convoi. Cependant, signalons qu'il y a eu en 2011 une trentaine de convois de Mourmansk à Bering, ce qui maintenant donc n'est plus du folklore, ça commence à être réellement une route de navigation. Quant au Conseil arctique, venons-en. Le Conseil arctique, c'était surtout pour essayer d'avoir des rapports pacifiques entre des riverains qui avaient été les protagonistes de la guerre froide naguère. Or, le Conseil arctique, maintenant, a complètement changé son point de vue et veut être, en quelque sorte, le lieu de gestion de l'Arctique, puisque ce sont les riverains. Là encore, on va essayer d'écarter au maximum les tiers. Or, le Conseil arctique a lancé des groupes de travail
7 groupes de travail qui principalement vont intéresser la protection de l'environnement. Regardez la liste: la lutte contre les contaminants, la conservation de la faune et de la flore, un programme de surveillance de la biodiversité avec la détermination de 13 points chauds de biodiversité en Arctique, bien sûr la tarte à la crème du développement durable, et les modes d'intervention en cas de pollution marine par les hydrocarbures, puisque ça a toujours été l'argument principal du Canada, mais aussi de l'Union soviétique, était de dire la navigation est très dangereuse, les cartes ne sont pas fiables, on ne connaît pas très bien les passages, et s'il y avait un événement de mer, nous serions incapables de lutter contre. Regardez, disait le Canada, vous par exemple les Européens, vous avez énormément de mal à faire face à une pollution par hydrocarbures, alors vous vous rendez compte, nous. Donc ça justifiait en quelque sorte le fait que le Canada ne voulait pas réellement ouvrir le passage du Nord-Ouest. Et puis, dernier point, la recherche et le sauvetage. Et là, c'est la première fois que le Conseil arctique débouche sur du droit positif, un accord de 2011 sur l'organisation du secours en mer, c'est-à-dire la coopération entre les divers protagonistes pour sauver d'éventuels navires. Alors, oui, je passe, on y reviendra sur la descente des Mires au pôle, si ça vous intéresse. Pour l'exploitation, il y a plusieurs solutions possibles, mais dont les conséquences ne vont pas toutes satisfaire les riverains. S'ils acceptent le droit de la mer tel qu'il est, il faudra alors accepter la 11e partie portant sur la zone internationale des grands fonds marins et donc l'internationalisation de cette zone patrimoine commun de l'humanité, article 135 de la Convention. Or, justement, les riverains vont essayer de se réserver au maximum l'exploitation des ressources non vivantes. Alors, si, comme je vous le disais, certaines ONG souhaitaient un traité, dès 2008, à la réunion d'Ilulissat au Groenland, le Conseil arctique déclare qu'il reconnaît l'application du droit de la mer. Donc déjà, c'est un abandon de la théorie des secteurs, du moins en apparence. Et en 2010, il y a la signature d'un accord important entre la Norvège et la Russie, après de longues, très longues années de négociations, un traité de délimitation maritime de la mer de Barents, qui était un point d'ancrage, un abcès de conflit entre l'Est et l'Ouest. Mais ce n'est pas simplement le problème de la délimitation. L'accord porte également sur le renforcement de la relation de voisinage, sur la détermination de l'application du droit international général pour le maintien de la paix et la reconnaissance que les riverains sont responsables de la stabilité de la région. Donc, une fois de plus, l'Arctique est une affaire de riverains, bien que le Conseil arctique ait accepté des observateurs, dont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Pologne, mais sur des strapontins. Alors, le problème de l'extension des compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources non vivantes, c'est le problème de l'application de l'article 76 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui permet d'étendre la théorie du plateau continental au-delà des 200 000 de la zone économique, si, d'aventure, le plateau continental de cet espace se prolonge au-delà, sous la haute mer. Mais l'article 76, paragraphe 4, oblige le revendiquant à prouver la nature géologique du point limite de sa revendication. Il faut évidemment que ce soit des roches sédimentaires ou métamorphiques correspondant à son territoire terrestre, sinon ça ne serait pas le prolongement. Donc,
ça pose la question géologique de la nature des dorsales de Lomonosov, de Mendeleïev et d'Alpha, dorsale de Lomonosov entre le bassin de Nansen et le bassin d'Amundsen, et la dorsale de Mendeleïev-Alpha entre Amundsen et le bassin du Canada. La Russie a été le premier État à présenter à la Commission des limites du plateau continental de l'ONU, a présenté une revendication sur la dorsale de Lomonosov, et en 2011, la Russie s'est fait rejeter dans ses buts, car elle n'apportait pas suffisamment la preuve de la nature sédimentaire des roches. En effet, pour moi, une dorsale, je ne suis pas géologue, mais une dorsale, c'est une zone d'accrétion, donc c'est du basalte, donc ce n'est pas le prolongement des plateaux continentaux de Sibérie, pas plus que du Canada d'ailleurs. Donc là, il y a un très gros problème, et il faudra que ce soit les géologues qui répondent de façon définitive. Alors, et pour terminer, une solution acceptable. Une fois que sera réglé le problème de la nature des dorsales, ce qui entraînerait complètement des solutions extrêmement différentes, eh bien, il faut trouver les moyens d'un accord. Je vois 3 solutions possibles, une facile, 2 plus difficiles. La plus facile serait un décalque de la solution des mers régionales du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui permet, dans l'interétatique, que les riverains seuls prennent en charge la protection de leur mer. C'est un système qui a un très grand avantage d'être composé d'une convention cadre, un minimum minimorum en quelque sorte, auquel on peut adjoindre un nombre de protocoles additionnels en prenant un calendrier pour respecter les priorités et que l'on peut étaler dans le temps en fonction des problèmes rencontrés, et ça facilite ainsi l'acceptation des tiers. Ou alors un système HELCOM, ou encore mieux bien sûr un système OSPAR, puisque l'OSPAR, comme vous le savez, entre le 45e ouest et le 32e est, a un triangle sphérique qui monte jusqu'au pôle. Donc déjà, l'OSPAR concerne un petit peu l'Arctique, l'extension serait possible, et le Conseil arctique a émis cette possibilité. Je vois difficilement la Russie de l'accepter, car l'OSPAR est très complexe à mettre en œuvre, mais au moins le type HELCOM serait une deuxième solution possible, plus renforcée par rapport à la solution des mers régionales. Mais dans l'un des 3 cas, de toute façon, nous n'y sommes pas encore. Merci beaucoup. Nous avons la prochaine personne que je vais appeler au pupitre était également un spécialiste